Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la rencontre des libertés locales, une initiative portée par les communes, les régions et les départements qui ont invité les candidats à la présidentielle pour exposer leurs projets, leurs visions, leurs programmes face au territoire. Et bien ici, nous allons tenter de décrypter ces propositions en compagnie d'une spécialiste en la matière, Géraldine Chavrier, ainsi que nos journalistes des régions extra-locales spéciales libertés locales. C'est tout de suite. Bonjour Géraldine Chavrier. Bonjour. Merci de nous accompagner pendant cette petite heure de décryptage de ce grand oral face au territoire, Avec grand plaisir. Candidat à la présidentielle. Alors vous êtes avocate, professeure de droit public à la Sorbonne et également membre du comité de réflexion sur les communes au XXIe siècle. Absolument. C'est bien ça. C'est ça. Alors avec nous, il y a aussi nos journalistes des régions qui sont des habitués, comme Julien Lécuyer qui représente les Hauts-de-France, chef du bureau de Paris de la Voix du Nord. Bienvenue parmi nous, Julien. Merci. Bonjour Julien. De retour parmi nous, Éric Richard de la Nouvelle République du Centre-Ouest du bureau d'Orléans. Merci d'être avec nous. Bonjour Marie, le merci. Centre Val-de-Loire. Bonjour Éric. Et puis également Steve Jourdain, un habitué, Bonjour. journaliste politique à Public Sénat. Steve Jourdain qui sera remplacé dans la deuxième partie de cette émission par la journaliste du Télégramme, Claire Stenlen. Voilà pour les présentations. Je vous propose à présent, avant de dérouler les principales thématiques abordées par les candidats pendant ces rencontres des libertés locales, de regarder ce best-of, ce florilège des meilleurs moments sélectionnés par Roselyne Pagès. On regarde. Salut tout le monde. Je suis maire de Paris, mais je suis totalement girondine. Je suis de tradition jacobine et je le reste. Malheureusement, le jacobinisme est souvent confondu avec le bonapartisme avec lequel il n'a rien à voir. Moi, je propose qu'en 6 mois, on reprenne l'ensemble des normes et on fasse ce que Napoléon avait fait pour faire le code civil. Souvenez-vous, il sortait de l'Ancien Régime et nous sommes un peu dans l'Ancien Régime pour moi. Ça fait bizarre d'être là, je suis pas à l'aise du tout, c'est un truc un peu particulier. Je suis pas habitué à parler devant un drapeau bleu, blanc, rouge. Cela veut dire aussi enlever cet horrible drapeau que je vois derrière moi et que j'enlèverais si j'étais président de la République, car je dis ce que je pense, c'est pas le drapeau de la France et je n'ai qu'une patrie, c'est mon pays. Pas habitué à avoir un pupitre aussi joli que ça. Je connais votre rôle, vous les élus, votre dévouement, votre engagement quotidien, sur le terrain, toujours à portée d'engueulade. C'est de tradition, les collectivités dans la Ve République sont toujours flattées. Toujours flattées, souvent flouées. Dans la société mondialiste que nos dirigeants cherchent à nous imposer depuis des décennies, les élus locaux sont clairement la 5e roue du carrosse. Un homme seul, dans son bureau, avec une conception de monarchie républicaine, ne peut pas y arriver. Il n'y a pas un pays moderne au monde qui fonctionne sur cette vision centralisée. Ce système-là, il faut le renverser parce qu'il est profondément injuste, profondément inhumain. Si par un miracle, par républicain, le peuple français, peuple souverain, celui du pays des droits de l'homme et des citoyens, me portait à la présidence, je vous promets que les lois n'entraient pas à dégager. Ce qui me distingue des autres candidats, c'est que je ne fais pas de promesses électorales. Je fais pas de promesses électorales, y compris au monde du travail. Je crois que l'une des conditions pour retrouver la confiance des Français aujourd'hui dans la politique, c'est de faire confiance au territoire. Je pense que le temps des libertés locales est venu. J'ai été conseiller général d'une demi-ville. Franchement, il y avait un problème là aussi de légitimité. Les gens ne comprenaient même pas de quoi j'étais élu. Mon Nord-Pas-de-Calais me manque. Les Hauts-de-France, c'est grand, c'est énorme, c'est 6 millions d'habitants. C'est un pays, quoi. Mais quand on va dans la zone rurale, si tout le monde sait, je sais pas moi, dans le Jura, il doit y avoir des élus jurassiens. Si tu es du canton de Beaufort, tu sais où c'est. Le canton de Massy-Ouest, tout le monde s'en foutait.
D'abord, il ne savait même pas qu'il y avait un ouest. Alors, ça commençait mal. À ce rythme, bientôt, c'est la commune de Saint-Amand-les-Eaux qui va devoir des sous à l'État. Si je peux me permettre le conseil du vieux, n'abdiquez pas. Parce que si je n'étais plus candidat ce soir, je continuerai le combat sous d'autres formes. Je formerai des jeunes. Je leur apprendrai à être plus courageux que nous. Nous n'avons été que des lâches au cours de ces 30 dernières années. Oh, pas vous! Vous avez subi, mais ceux qui étions à l'échelon que je représente. Non, mais là, c'est déjà très bien ici, parce que tout le monde a été invité. Et même temps de parole, merci. Ça se voit que c'est pas Bouygues qui dirige l'AMF, hein, parce que c'était pas les mêmes règles hier soir à TF1. Vive les élus, vive les maires de France, vive la République, vive la France! Merci Jean Lassalle. Voilà, on entend que certains étaient presque étonnés d'être là. C'est le cas de Philippe Poutou, de Jean Lassalle ou encore de Nathalie Arthaud qui ne sont pas beaucoup invités dans les médias. Et là, c'est vrai qu'il y avait une stricte égalité de temps. Tout le monde avait droit à 30 minutes, 10 minutes de grand oral et 20 minutes de questions-réponses avec les élus locaux. À noter qu'il y avait 2 absents. Oui. Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Voilà, première réaction. Alors, première réaction à ce montage, c'est amusant, mais c'est creux. Et on trouve finalement que cette idée des rencontres des libertés locales était utile parce que quand on les écoute, on se rend compte qu'il n'y avait pas de volet décentralisation dans leur programme politique. On a Monsieur Poutou, Madame Arthaud, Monsieur Lassalle qui n'ont pas vraiment de programme, qui n'ont rien dit. Alors Monsieur Lassalle parce qu'il ne s'investit pas vraiment dans la campagne. On a ceux qui s'annoncent gentiment jacobins. Il y a une ligne de césure entre les jacobins et les girondins. Il y avait les jacobins avec un État centralisateur. Monsieur Dupont-Aignan qui, en refusant les régions, est sur un marqueur de jacobinisme certain. Et puis vous avez les autres. Alors les autres. Les girondins, Anne Hidalgo. Voilà. Et alors. Revendique. Avec, là encore, un programme qui est assez surprenant. La première phrase qu'elle explique, c'est qu'elle est maire de Paris, mais décentralisatrice, mais gérandine, alors que la mairie de Paris est bien une collectivité territoriale comme une autre. Donc c'est déjà une approche de la décentralisation surprenante. Mais les autres, malgré tout, y compris Madame Hidalgo, ont fait l'effort de jouer le jeu. Et c'était tout l'intérêt de ces rencontres. Et on voit que c'est assez technique. Oui. C'est assez technique. J'allais vous dire, en vous écoutant, que finalement, Emmanuel Macron et Éric Zemmour avaient raison de ne pas venir, si c'était pour avoir un discours creux. Effectivement. Alors, c'est pas toujours creux. Quand vous regardez le discours de Madame Pécresse, il est quand même certainement très avancé. Il y a beaucoup de propositions, visiblement. Il y avait Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui étaient toutes les deux mitraillées de j'ai trouvé que Monsieur Roussel aussi, oui. avec une sincérité que j'ai trouvée très étonnante, compte tenu des autres discours qui étaient assez techniciens. Oui, mais sincère, il l'est. Ça, il n'y a pas de souci. Après, ces propositions, il faut voir exactement comment il compte les mener, parce qu'en effet, il a une grande nostalgie vis-à-vis de sa région, la région de son enfance, le Nord-Pas-de-Calais contre les Hauts-de-France. On peut l'entendre. Après, il le dit lui-même, il l'avait dit sur ce même plateau d'ailleurs, qu'il n'était pas question de revoir à la baisse le nombre de départements des Hauts-de-France. Je voulais simplement revenir sur l'absence remarquée d'Éric Zemmour et d'Emmanuel Macron, parce qu'elle a été quand même assez mal vécue et à juste titre par les élus. Alors, il y avait quand même des raisons, hein, donc, au moins du côté du président de la République, qui était dans le Maine-et-Loire pour rendre visite à un centre de réfugiés ukrainiens. Éric Zemmour, par contre, il a pas donné de raison, il a annulé au dernier moment. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il a annulé plusieurs rendez-vous comme ça, de plusieurs grands oraux. Mais enfin, il faudra quand même remarquer quelque chose, c'est que 12 candidats, il y en a 2 qui ne sont pas élus locaux, qui n'ont jamais été élus locaux. Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Alors, Jadot a été eurodéputé. Alors, on se déterminera à savoir si c'est un mandat local, mais en tout cas, les 2 qui auraient pu apporter une réponse et peut-être justement aplanir certaines difficultés vis-à-vis des territoires, eh bien, ils ne sont pas venus. L'absence de Zemmour, c'est regrettable parce qu'il avait beaucoup de propositions. Il a fait pas mal de propositions en matière de ruralité. On n'a pas l'impression comme ça que Zemmour soit le candidat des campagnes ou de la ruralité, mais souvenez-vous, il avait quand même fait quelques propositions en matière de prime à la natalité, en matière de transfert de la politique de la ville vers les campagnes. Macron a des propositions. C'est un peu spécial qu'il ne soit pas venu.
C'est typique de tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'avoir un programme qui tienne compte de la décentralisation, mais on colle le programme sur la décentralisation. Madame Pécresse, c'est la sécurité qui intervient, alors que ce n'est pas une demande des collectivités. Monsieur Zemmour, quand il parle de la loi SRU ou de la ruralité, c'est pour parler des étrangers, et de la natalité et donc d'une certaine vision de la France. Les programmes politiques sont collés sur la décentralisation. Allez, on passe à la première et principale thématique de ce grand oral, c'est bien sûr la décentralisation. Et on commence par l'échelon, il y a plusieurs échelons dans ce millefeuille, on commence par l'échelon des régions, au rôle renforcé de ces régions depuis les lois de 2015. Ces 13 nouvelles régions, je vous propose ces morceaux choisis des candidats. Trop de moyens qui arrivent dans ces grandes métropoles, dans ces grandes villes, et les miettes laissées aux petites communes et aux villages qui se trouvent aux abords. C'est d'ailleurs la théorie du ruissellement mise en œuvre par le candidat Macron. On donne tout aux gros et les miettes aux petits. C'est pour ça que moi je propose le ruissellement, c'est redonner des moyens aux petits, aux petites communes, et ça profitera à tout le monde. Aujourd'hui, je veux, 40 ans après les lois de fer, mettre en place le projet de décentralisation le plus puissant de l'histoire de notre pays. Je souhaite mener une politique de rééquilibrage des territoires. Vous savez, c'est la fameuse démétropolisation dont j'ai beaucoup parlé. Arrive le niveau régional, dont la légitimité est plus qu'incertaine. Eh bien, à intervalles réguliers, on a pourvu les régions d'attribution. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Peut-être parce qu'elle restait. Quelles étaient au juste la légitimité de ces répartitions? On n'en sait rien. Et je ne les trouve pas performantes. Que ce ne soit pas en permanence Paris, que ce ne soit pas en permanence Bercy, pour dire la vérité, qui vous disent « vous allez voir ce que vous allez voir » et à la fin, il n'y a pas franchement grand-chose. Je pense qu'en fait, la décentralisation a dérapé. La décentralisation a dérivé. Qu'elle ne tient pas ses promesses. Empilement des structures, multiplication des dispositifs en tous sens, éloignement du terrain, retour des féodalités locales. La région telle qu'elle est aujourd'hui est parfaitement inutile. C'est 700 km, 800. Et si le brave conseiller régional a la chance de pouvoir poser son cul sur un fauteuil pendant un quart d'heure dans la journée, c'est qu'il est vraiment très fort. Le soir, quand il rentre, il n'a rien à raconter à sa femme, parce qu'il n'a fait que de la route. Il fait rire la salle. Ah la région, la mal-aimée de la décentralisation, en tout cas pour certains candidats, on l'entend bien chez Jean-Luc Mélenchon, chez Jean Lassalle. Elle est mal aimée par les élus, surtout depuis 2015, depuis qu'elles ont été considérablement agrandies, elles ont été fusionnées, on est tombé de 22 à 13. Et sont des régions qui sont devenues très grandes et qui ne correspondent plus à une réalité. Et d'ailleurs, vous avez actuellement un mouvement de demande de la part de départements de changer de région. Je pense à la Loire-Atlantique. Vous avez en Alsace des demandes de fusion de départements et de régions. C'est-à-dire que le découpage a été fait sans l'accord des régions et il ne correspond plus. La région doit être assez grande pour exercer les missions de développement économique, d'impulsion, d'aménagement qui sont les siennes. Mais là, on est arrivé à des mastodontes qui n'ont plus de signification. Ce qui n'est pas le cas du Centre Val-de-Loire, qui est resté à peu près pareil. Voilà. Strictement à l'identique. Juste rappeler, c'est vrai que ce débat, alors à défaut d'être un grand thème de campagne, sera sans doute un grand thème de la mandature, parce que dans les régions, il existe encore des demandes fortes. On prend l'exemple effectivement de Centre Val-de-Loire. François Bonneau, président socialiste de la région, appelle très expressément à une nouvelle étape, lui, de la décentralisation. Il n'en fait pas mystère. Alors, c'est un petit peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure en liminaire dans le premier sujet. C'est vrai que ceux qui ont le mérite de la grande clarté sont parfois ceux qui ont un petit peu, je dirais, le tort d'un certain simplisme. Je parle évidemment sous le contrôle de Géraldine, mais je pense que la matière institutionnelle et tous ses aspects, c'est une matière, sinon savante, au moins complexe. Moi, c'est ce qui m'apparaît. Ah, tout à fait. Et je regrette que le débat tourne autour du mécano institutionnel.
Alors, il y a certainement des choses à revoir, et notamment la possibilité de revoir les frontières des régions. Mais on parle des communes, on parle de supprimer ou pas supprimer les régions, on parle d'instaurer un conseiller territorial pour ce qui est de M. Macron, mais ça, aussi, c'était M. Macron hier, oui. mais aussi de Marine Le Pen. Il faudrait fusionner d'ailleurs les régions. Si on commence, on vient de passer 10 ans à toucher les structures territoriales, si on recommence, ça va devenir infernal. C'est ça qui est insupportable, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une réforme pour simplifier, en vérité, on rajoute une couche de complexité. Mais alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que, hélas, dans cette période de campagne, on a tendance pour simplifier les choses, à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut se souvenir quand même que les régions, elles ont été impulsées parce que c'était un levier formidable au regard de la compétition, en plus européenne, sur des territoires. Et puis, il y a des enjeux d'aménagement qui sont considérables. Comment gérer un massif montagneux si on se contente d'un département? Comment on gère une grande vallée au niveau économique si on n'a pas une taille suffisante, critique, pour justement agir politiquement? Donc après qu'il y ait eu des abus, on le voit bien. Enfin, quand on voit l'hydrocéphalie de la Nouvelle-Aquitaine qui va des Deux-Sèvres jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, l'Occitanie, ça va de Tarbes à Nîmes. Enfin, ça n'a pas grand sens et pas grande cohérence. Mais n'empêche que par ailleurs, ça a donné une certaine cohérence à d'autres régions. On parlait de Centre-Val de Loire, mais la Normandie y a trouvé plutôt un bon avantage. Et les Hauts-de-France, même si ça peut avoir une certaine nostalgie, le Nord-Pas-de-Calais pour Fabien Roussel, ça a été plutôt cohérent d'allier le Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie. Après savoir si ça doit s'appeler Hauts-de-France, c'est autre chose. Oui, en tout cas, tous les candidats sont quand même d'accord sur l'importance de la commune. Il y a une espèce d'ode au maire qui s'est dégagée pendant cette journée. Écoutez-la, cette ode au maire. Autant être direct, la commune est la réalité démocratique fondamentale de la nation française. Développement économique, la collecte des déchets ménagers, la gestion du pluvial et l'assainissement collectif semblent aujourd'hui difficiles à exercer, sauf exception, par les communes, notamment les plus petites d'entre elles. Mais c'est moins vrai pour la gestion de l'eau, pour le pouvoir de police qui doit rester à la compétence du maire et doit même, je le crois, être renforcé. Mon programme sur la sécurité refait du maire un acteur majeur dans ce domaine. Et bien sûr, je considère que les compétences d'urbanisme doivent être restituées exclusivement aux maires. À l'échelle d'une commune, je pense que tout le monde peut se sentir, y compris responsable. Responsable des choix, peuvent en discuter. Donc oui, je pense que beaucoup de choses doivent partir de là. Ce n'est pas donc un hasard si nos concitoyens placent systématiquement les maires comme les politiques en qui ils ont le plus confiance. C'est pourquoi nous voulons redonner, nous, tout son rôle, tous ses moyens, toute sa place aux communes. Et c'est donc l'inverse de ce qui a été fait ces 10 dernières années. Repenser la décentralisation, c'est vraiment redonner vie aux communes qui sont en train de mourir d'asphyxie par les intercommunalités trop grandes, trop boulimiques, trop antidémocratiques. Et il faut absolument abroger la loi NOTRe. Moi, je crois aux maires. Je crois aux maires sincères, aux maires qui vont reprendre la suite après que j'aurai à nouveau reconstruit l'État. Est-ce que tout pourrait reposer sur les communes, finalement? On oublie les régions, tout repose sur les communes? Pas possible. Tout, c'est évidemment non. Mais toutes les compétences de grande proximité, l'urbanisme, les écoles... C'est déjà le cas. Urbanisme, logement, environnement, gestion des écoles. Est-ce qu'on pourrait en ajouter davantage? Alors, la mode n'est pas à ajouter des compétences aux communes, mais plutôt à réorganiser les relations entre les communes et les intercommunalités. Et parce qu'en effet, là, vous avez une unanimité en faveur des communes qui est sincère et qui finalement a beaucoup été suscitée par les mouvements législatifs depuis 2010 où la commune était considérée comme étant trop petite et trop nombreuse, enfin elles étaient trop nombreuses. Donc on a engager un mouvement d'intercommunalisation contraint avec des périmètres d'intercommunalité qui ont grandi, 15 000 habitants pour certaines communes, petites communes, ça fait beaucoup de communes, des métropolisations, et c'est à ça qu'on réagit. Et ce qui est demandé aujourd'hui, alors c'est dans la relation entre la commune et l'intercommunalité. Quand on parle de l'urbanisme, ça ne veut rien dire de recommunaliser l'urbanisme parce que c'est une compétence communale, mais c'est plutôt dans la relation avec l'intercommunalité, compte
concernant les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, leur systématicité, etc. C'est plutôt ces questions-là qui sont abordées. Julien? Bon, on sent bien que tous les candidats font une grande déclaration d'amour au maire parce que c'est aussi les favoris des Français. Enfin, toutes les études le montrent. Le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF le voit sans cesse. Je les ai ressortis. 63% de confiance envers les conseils municipaux, 65% pour le maire. Il est le favori des Français. Pourquoi? Parce que c'est celui qui vient régler le problème de voirie, c'est celui qui vient poser quasiment l'ampoule sur les lampadaires. Enfin, il offre une réponse rapide là où justement les gens voient l'impuissance du pouvoir politique. Et puis je crois qu'il y a eu cette crise sanitaire depuis 2 ans qui a finalement... je dirais, revaloriser en quelque sorte le maire qui se trouvait être finalement le maillon, si je puis m'exprimer ainsi, un peu enseveli sous le millefeuille. Il est ressorti notamment à la faveur de cet élément qui a été beaucoup employé, de cette expression, le binôme préfet-maire, qui a obtenu comme ça une sorte de retour en grâce qui serait en quelque sorte un petit peu l'historique de l'action publique. Efficace. Je veux juste rebondir sur ce que dit Julien. Il faut toujours rebondir sur ce que dit Julien parce que c'était très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Merci. Sur la décentralisation, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de candidat vraiment qui promettait de nouvel acte de décentralisation. Moi, je notais quand même que Anne Hidalgo, et vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie Pécresse. C'est les deux candidats des partis dits traditionnels, très implantés dans les territoires, les Républicains et puis le Parti socialiste. Et il y a une dimension un peu électoraliste aussi. Il faut le dire. Beaucoup de parrainage. Voilà, il y a la question aussi des parrainages, bien sûr. Ils ont été quand même assez chahutés, ces pauvres maires. Il faut se souvenir quand même qu'en 2017, quand Emmanuel Macron arrive, il leur met sur la tête la disparition de la taxe d'habitation. Exactement, des maires qui ont moins de financement. Il se fait donc huer dès sa première intrusion au congrès des maires. Derrière, il y a ce fameux hashtag Balance ton maire qui a été alimenté par le Gérald Darmanin pour dénoncer ces maires qui augmentaient la taxe d'habitation. Enfin, ils ont quand même été traités au départ comme des vulgaires inaugurateurs de ronds-points. Il faut s'en rappeler, avant que tout d'un coup on retrouve leur vertu au travers du grand débat, au travers de la crise sanitaire. Ça tombe bien, vous parlez des ronds-points. Je vous propose notre deuxième partie, l'aménagement des territoires. Voilà, et au cœur de cette thématique, on va parler urbanisme, logement, services publics. On regarde. Je veux que les maires retrouvent le pouvoir de dessiner leur ville, parce que je crois que c'est ça, le cœur du mandat municipal. Alors, nous allons sortir de la loi SRU en la remplaçant par des vrais contrats de mixité sociale et de mixité de logement qui seront conclus au niveau local. Je veux renouer avec une grande ambition d'aménagement du territoire, avec un principe simple. Pour 1 euro investi dans la politique de la ville, il y aura 1 euro investi dans la ruralité. Mon projet prévoit la priorité d'accès pour les Français dans les logements sociaux et que je ferai appliquer cette priorité fermement. Un mot enfin à propos des obligations financières imposées par l'État, dites pénalité SRU. Elle doit, selon moi, tenir compte de la spécificité des territoires et ne plus être calculée sur le stock, mais sur le flux. Si on pouvait régler les problèmes administratifs des gens, on réglerait 50% des problèmes des Français. Et ça ferait du bien à tout le monde. Alors mettons les moyens qu'il faut et restaurons des services publics dans nos communes. Oui, il faut embaucher, il n'y a pas de secret. Il y en a qui expliquent qu'on peut faire des bons services publics en réduisant les effectifs et en mettant en place des politiques de réduction de coûts et de marchandisation. C'est archi faux, tout se démantèle et c'est qui trinque, c'est les populations les plus fragiles. Donc il faut des services publics, il faut des structures, mais il faut recruter. Ah ben voilà, il faut embaucher, il faut des services publics, il faut des écoles, c'est ce que scandent les candidats de gauche. Écoutez, là, beaucoup de thématiques ont été abordées. Il y a un peu de tout. Après, on revient sur la loi SRU, solidarité et renouvellement urbain. Un peu plus technique, mais commençons par... L'idée, c'était en effet d'imposer la construction de logements sociaux
20 à 25% dans un temps qui était très court. Et beaucoup de communes ont eu beaucoup de difficultés à remplir ces obligations, sachant que lorsqu'elles n'y parviennent pas, il y a des sanctions qui sont vraiment très fortes et parfois complètement décorrélées au budget des communes qui sont sanctionnées. Donc, évidemment, ça crée des tensions au niveau local. Quelques-uns proposent la sortie de la loi SRU. Ce n'est pas la demande des associations de collectivités territoriales et pas de l'AMF. La demande, c'était un assouplissement. Et c'est le cas de Valérie Pécresse. Hein. Oui, Valérie Pécresse le demande. C'était le cas d'Éric Zemmour, qu'on n'a pas entendu Éric Zemmour pour des problèmes d'immigration. Mais c'est pas la demande. Certains disent qu'il y a une ghettoisation qui existe. Qui existe, oui. C'est tout le problème de la loi SRU, c'est qu'en fait on a beaucoup construit, parce qu'il faut quand même reconnaître que cette loi SRU, elle a quand même eu des effets positifs. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu énormément de logements qui se sont construits, alors sous la menace, on est bien d'accord, oui. Mais et surtout, il y en a beaucoup qui se sont construits dans des communes qui étaient largement déficitaires en logements sociaux. Je crois que depuis le début, c'est 1,8 million de logements qui ont été construits pour moitié dans les villes déficitaires. Donc il y a quand même un effet positif. Oui. Le seul problème, c'est que ça y concentre encore plus les personnes les plus pauvres. Parce qu'il y a 2000 communes qui sont concernées. On sait pas. 2000 communes par la loi SRU. Plus que ça. Mais c'est le fait est que c'est pour ça d'ailleurs que Valérie Pécresse a raison de parler de mixité sociale. Le fait est que c'est dans la loi 3DS qui a été votée au début février. Donc le gouvernement a loi 3DS, tout à fait différenciation, compris. décentralisation, déconcentration, simplification. C'est pas du tout simple, mais voilà, parce déjà que dans l'intitulé. On est dans les acronymes. Le fait est que le gouvernement a très bien compris qu'au-delà du simple objectif de la loi SRU qui est assoupli au travers de la loi 3DS, il y a aussi la volonté de permettre au préfet d'y associer un objectif de mixité sociale pour éviter la ghettoisation dont on parlait. C'est-à-dire que le contrat de mixité sociale de Valérie Pécresse est dans la loi 3DS. Voilà, elle ne l'a pas lu. Juste une simple remarque par rapport aux arguments des différents candidats que l'on a entendus là. Et je trouve qu'il y a quand même un paradoxe à vouloir plus de souplesse, en se revendiquant du jacobinisme le plus rigoureux. Voilà typiquement une matière où on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples. Oui, c'est la même chose en Non, il faut une adaptation. Ce que regrettent les maires, c'est qu'il n'y ait pas une prise en compte des particularités locales. Il y a notamment des maires, à juste titre, qui rappellent qu'ils n'ont pas de foncier. Enfin, ils ne peuvent pas se permettre de construire. Avec la loi 3DS, on a quand même maintenant une prise en compte des caractéristiques locales, et notamment dans ce contrat de mixité sociale. C'était la grande difficulté, le manque de pragmatisme au début de cette loi SRU. Absolument, et ça a été largement réglé. Et quid de la sécurité ? Vaste question. En tout cas, Valérie Pécresse en a parlé. C'est la principale candidate qui en a parlé. Écoutez-la. Quand la République recule, ce sont les trafics qui avancent. Alors il faut restaurer de la République dans ces quartiers et tous les services de la République. Mais aussi pour les banlieues, que je connais certainement le mieux de tous les candidats, parce que je les ai visités nuitamment, entre 1h et 5h du matin. Croyez-moi, c'est l'heure où vous apprenez beaucoup de choses. Il faut aussi avoir le courage d'y aller en costard-cravate. Par définition, la sécurité est une responsabilité nationale et de l'État régalien. Alors, comme je ne suis pas follement ami des polices de toutes sortes locales, et que je crois à la police nationale, la police républicaine, je suis encore plus encombré à vous répondre que ce serait une bonne idée d'en confier la gestion à je ne sais qui en Europe avant de les voir arriver je ne sais comment localement. Alors oui, je suis plutôt favorable à l'armement de ces polices municipales, surtout en zone urbaine, parce qu'en zone urbaine, on le sait, les armes sont de l'autre côté. Mon programme sur la sécurité refait du maire un acteur majeur dans ce domaine. Les élus, figures d'autorité, sont aujourd'hui beaucoup trop souvent agressés. Il n'y aura plus de classement sans suite lorsqu'il y aura un outrage à élu. Et lorsque quelqu'un agressera physiquement un élu, il y aura une condamnation ferme à 1 an minimum de prison ferme. Voilà, on a encore une différence entre les Jacobins et les Girondins. Valérie Pécresse qui parle de cette police municipale armée. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est 1999. Après, il y a des modalités pour la développer, et ça, il n'y a pas de souci, ou des crédits à apporter pour l'achat des armes, ça on le sait. Mais le fait est que les polices municipales, elles ont connu
une excroissance énorme depuis plusieurs années. Ça a été, j'ai retrouvé un rapport de la Cour des comptes qui disait qu'il y a 4000 policiers municipaux qui ont été recrutés ces dernières années et que leur armement a augmenté, vous savez, de 63%. Oui. Donc, on y est déjà à cet armement de la police municipale. Le problème, c'est de savoir ce qu'ils font. Et comment ils s'ajustent aussi avec la police nationale. Il y a des conventions qui sont passées, soit avec la gendarmerie, Oui. soit avec la police nationale. Donc c'est quand même un dispositif qui a été très sécurisé. La loi de 1999 qui a autorisé l'armement des polices municipales a été débattue pendant très très longtemps. Il y a eu beaucoup de craintes sur l'armement des polices municipales. Et le fait est que, est-ce que vous entendez souvent parler dans la presse de bavure Non, c'est bien cadré. C'est bien cadré. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais qui se rappelle qui est intervenu lors de l'attentat de Nice fin octobre 2020 oui. C'était qui ? C'était pas les nationaux, c'était les municipaux. Les municipaux qui sont intervenus. Et c'est une preuve supplémentaire que dans un contexte de réduction, enfin où les bleus, comme on les appelle, avaient quitté la voie publique, finalement, c'était à eux que revenait l'îlotage qui s'est perdu. Alors le problème va être de voir, dans les prochaines années, Emmanuel Macron, s'il est élu, a prévu quand même 15 milliards d'investissements et le doublement des effectifs sur la voie publique. Oui, il faudra voir comment tout cela s'ajuste, en effet, avec les effectifs des policiers municipaux, qui se voient confier en plus avec la loi de sécurité globale des attributions supplémentaires en termes d'enquête et de verbalisation. Donc il faudra quand même des ajustements tout de même. Je crois que les questions de police et de sécurité, voilà typiquement un thème régalien, la base. Mais surtout très, très, très utilisé en campagne, beaucoup moins pendant le mandat. Je me souviens notamment qu'aux dernières élections régionales, on avait assisté quasiment au concours Lépine des idées en matière de sécurité. Alors que les régions n'avaient qu'elles n'avaient aucune Alors qu'effectivement, sur les transports. C'est quand même très... Oui, mais c'est important quand même. Oui, c'est... Mais en tous les cas, donc oui, c'est vrai qu'il y a cette volonté de beaucoup réagir sur le thème. En revanche, on a vu, en l'occurrence, une candidate, Valérie Pécresse, qui visiblement, c'est pas grand-chose sur l'armement des policiers municipaux, ce que rappelait Géraldine. Il y a longtemps qu'on a travaillé, statué là-dessus. Après, s'il y a bien une ligne de fracture entre Jacobins et Girondins, c'est bien celle-ci. Quand on entend, je trouve ça intéressant d'entendre quand même Jean-Luc Mélenchon, qui est un fervent défenseur de la police nationale. C'est pas souvent qu'il se dit défenseur de la police. Parce que souvent on c'est un quand même regard avec géométrie variable sur le, sur le exactement, avec quand même cet argument qui peut s'entendre d'une forme de privatisation par le maire de la force de sécurité. Il faut se souvenir que c'est Jacques Chirac qui parlait de la police municipale, c'était pour lui le garde d'honneur du maire. Alors c'était un peu vache, parce qu'à l'époque, en effet, il n'avait pas les mêmes missions que maintenant, mais il y a quand même l'idée aussi qu'à force d'avoir des polices municipales liées au maire, on peut aussi avoir d'énormes divergences et différences entre les communes pauvres qui sont pas capables d'avoir leur force de police et les autres. L'intercommunalité, maintenant, permet de résoudre partiellement cette Si vous êtes en accord avec Il l'Interco. faut quand même noter que la sécurité, c'est pas que les polices municipales, c'est les contrats locaux de sécurité, c'est les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, et là, c'est un vrai partenariat avec l'État. C'est-à-dire que ça réconcilie les Jacobins et les Girondins. Il y a un consensus, je pense, maintenant droite-gauche sur la police nationale. Je parle sous votre contrôle. La vraie question, c'est effectivement l'armement des polices ou le non-armement et avec quoi on arme ces policiers. Sur la critique de Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant parce que c'est une critique qui revient souvent. C'est de dire finalement, l'État régalien n'en finit pas de réduire ses effectifs. On dénude l'État en quelque sorte, et puis finalement on se débarrasse de ses prérogatives sur les collectivités locales, et finalement la décentralisation, c'est un moyen aussi de compenser ce que l'État ne fait plus. C'est aussi une des critiques qu'on entend. Avec cette difficulté qu'on leur retire des moyens de l'autre côté. Donc en effet, les communes ont, à juste titre, l'idée qu'on leur file des missions supplémentaires, ou en tout cas qu'on les oblige à les prendre, et d'un autre côté qu'on ne leur donne pas les moyens pour les assurer. Merci. On va passer à notre troisième thématique. Et Steve Jourdain va nous quitter. À regret. Non. À regret. À regret également. Et vous allez être remplacé par Claire Stenlen du Télégramme. Très bien. Merci beaucoup, Steve. Merci, Marie. Allez, on passe à la suite. Santé. Entre-temps, Claire Stenlen nous a rejoint, journaliste au Télégramme. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Vous suivez le Rassemblement national lors de cette campagne présidentielle.
Exactement. Ravi de vous accueillir Merci. parmi nous. Et comme je le disais, on va enchaîner par notre thématique santé qui a été pas mal abordée par les candidats à la présidentielle qui sont revenus sur les ARS, les agences régionales de santé. Vous allez entendre comment. Et puis aussi sur les médecins et sur les déserts médicaux. D'abord, commencer par vous dire que moi, je souhaite la suppression des ARS. Voilà, je pense qu'on est arrivé, là, pour le coup, au bout de cette logique-là, et qu'on l'a vu pendant la crise sanitaire. Donc, je suis pour la disparition de ces structures qui n'ont pas démontré leur efficacité, qui ont même démontré que, dans certains cas, elles étaient un obstacle à des solutions qui étaient trouvées par le terrain. Les ARS sont un organisme bureaucratique, inefficace, et dont la vocation a été d'introduire à l'hôpital les normes qui sont celles de la gestion des entreprises considérées comme un modèle. Les régions présideront les agences régionales de santé et définiront une stratégie de santé parce qu'il y a des frontières poreuses entre les départements et bien évidemment, il faut avoir une vision globale. Il faut arrêter cette bureaucratisation des ARS qui a été une catastrophe pendant le Covid. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas fonctionné pendant le Covid qu'il va falloir le transférer aux conseils régionaux. Vous avez posé la question des déserts médicaux. Là encore, j'ai une proposition qui consiste à utiliser la réforme des études de médecine et notamment de la 4e année d'internat pour que ce soit une année de professionnalisation où l'on puisse envoyer les jeunes médecins en cours de professionnalisation dans les déserts médicaux. Aujourd'hui, 3 ans d'études de médecine générale en spécialité, on mettrait une 4e année comme pour les médecins spécialistes et cette 4e année se ferait dans les territoires carencés. 4000 jeunes médecins juniors qui arriveraient dans les territoires carencés, ça fait 40 par département, c'est déjà beaucoup et ce sont des jeunes. Et vous savez bien que si on installe des jeunes, on a une chance qu'ils restent. Si nous sommes capables de proposer à des jeunes gens de faire des études de médecine et de leur verser des bourses dès le départ, comme on le faisait par exemple quand on recrutait dans les écoles normales départementales, eh bien nous trouverions le public qui viendrait en force pour devenir médecin. Et nous pourrions commencer à partir de la 2e ou la 3e année, vous savez aussi bien que moi que c'est déjà le cas, à les introduire dans le processus. Je propose aussi pour les déserts d'avoir une bourse aux étudiants en médecine. Vous savez que les étudiants, à partir de la 5e année, passent beaucoup de temps à l'hôpital où ils sont payés une misère. Je leur propose un SMIC et même plus. Et en échange, ils signeraient un contrat d'installation pour 5 ans dans une zone désertifiée du territoire. Alors, des bourses pour les étudiants médecins ou une 4e année dans les territoires? Ça n'a rien à voir avec la décentralisation. Tout simplement, c'est de la compétence de l'État. Oui. Ils sont tous hors sujet. C'est pas forcément hors sujet parce qu'il y a une vraie question de désertification médicale, mais les collectivités territoriales ont des compétences qu'on leur accorde et il faudrait voir si on ne peut pas les accroître encore. Il faut savoir que les communes, par exemple, peuvent aider à l'installation des médecins. La loi 3DS a autorisé la possibilité de salarier des agents des centres médicaux. Donc en fait, il y a et puis les régions jouent un rôle aussi parce qu'elles ont un rôle de formation dans le domaine paramédical, voilà, dans le domaine médical, les infirmiers. Voilà, c'est pas. Il y a beaucoup de choses à dire, y compris sur l'ARS. Agence régionale de santé. Les déserts médicaux, c'est un vrai sujet quand même, Éric. Oui, si on prend effectivement l'exemple de la région que je connais bien, le centre Val-de-Loire, 1 habitant sur 5 aujourd'hui n'a pas de médecin référent. Voilà, un chiffre suffisamment éloquent. Et puis bien sûr, la situation est pire encore en ce qui concerne les spécialistes. Alors, ce qui se passe actuellement dans la région, Jean Castex vient de promettre aux élus régionaux et aux parlementaires de cette région la création d'une faculté de médecine à Orléans qui n'existe pas à ce jour, il y en a juste une à Tours, de façon à former 200 médecins de plus. Et comme vous le rappeliez très justement, on est là typiquement dans la compétence de l'État. Alors c'est pas... il faut du temps. D'une part... On a l'impression que c'est aussi une question un peu politique, c'est qu'effectivement il y a de la désertification, il y a des sujets dans toutes les régions, il y en a même à Paris, il y en a partout en France,
mais qu'en fait, cette idée a été saisie. Je crois que c'est Valérie Pécresse qui a commencé à en parler. Et puis, en fait, on a l'impression que les candidats qui se regardent quand même vachement entre eux, ils se piquent aussi les idées. Et puis, finalement, Anne Hidalgo est partie exactement dans la même chose. Et puis, chacun développe un peu la même chose. Là, vous parlez de la 4e année en plus. De rajouter des médecins. C'est vrai que ça, c'est une proposition. De toute façon, Valérie Pécresse se fait piquer ses idées par tout le monde, manifestement, par Emmanuel Macron. De dire en effet que Macron a joué les photocopieusses, puisqu'en effet, il a exactement la même proposition de conditionner la 4e année, enfin de faire une 4e année de spécialisation de généraliste dans les territoires désertifiés. Mais tu as raison, Claire, parce que c'est vrai qu'on parle de la désertification en campagne, mais elle existe en effet en ville aussi. À Roubaix, on est à 0,8 médecins pour 1000 habitants. Le gros souci, en fait, il est même au-delà de la valorisation et puis du fait qu'on donne une rémunération supplémentaire. Le problème, c'est que les jeunes médecins ne veulent pas aller sur ces territoires parce que quand vous êtes face à une population de 1000 personnes, c'est trop. Vous allez avoir des horaires qui sont complètement démesurés et ils ne veulent plus ça. Donc il y a quand même un enjeu au-delà des simples études et de la façon de la financer. Il faut aussi construire un environnement qui soit favorable à leur installation. Ça veut dire logement, ça veut dire éducation, ça veut dire commerce. Tout un écosystème. Tout un écosystème. Quid des médecins étrangers? Jean-Luc Mélenchon a son idée là-dessus, on l'écoute. Alors, c'était pas une bonne idée de commencer à montrer du doigt tous les étrangers dans ce pays, parce que si vous enlevez les médecins et un certain nombre de spécialistes parce qu'ils ne sont pas français ou qu'ils ont des origines qui ne sont pas dans nos terroirs, il y aura encore moins de monde. Donc, je propose qu'on commence à redevenir poli avec les gens qui sont chez nous et qu'on leur dise merci quand ils rendent des services au lieu de les maltraiter ou de les regarder de travers. Une réaction? Mais on ne peut être que d'accord avec lui, mais on ne voit toujours pas le lien avec la décentralisation. La question des territoires, c'est l'ARS. Et qui gère il y a un conseil d'administration désormais, et on voulait une coprésidence. Agence régionale de santé, il faut repréciser, ça a été quand même créé sous Nicolas Sarkozy par Roselyne Bachelot en 2010. Voilà. Et donc c'est une émanation de l'État. C'est une émanation de l'État, c'est donc de la déconcentration, et elle a un rôle de coordination et des actions de l'État, et des actions de l'État et des collectivités territoriales. Et c'est pour ça que supprimer l'ARS parce que ça ne fonctionne pas, pardon, mais c'est aussi un moyen de lutter parfois contre les égoïsmes. Elles ont été décriées pendant le Covid. On parlait d'aménagement du territoire, on pourrait avoir en termes d'aménagement du territoire quelque chose de catastrophique sans les ARS. Qu'on revoie le fonctionnement des ARS, qu'on réévalue en effet les partenariats et la concertation entre les maires et les ARS, entre les préfets et l'ARS, peu importe en fait. On veut encore une fois jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est Haro sur l'ARS qui est le bouc émissaire de toutes les crises. Ils se sont tapés 12 ans de crise sanitaire où ils ont été au combat, et la première chose qu'ils entendent des candidats, c'est de dire profitez-en les gars, vous êtes virés. Bon, en tout cas, les candidats ont beaucoup parlé des médecins, on l'a entendu, ils ont aussi beaucoup parlé de nos anciens, avec un plan EHPAD proposé par Marine Le Pen, et puis un ministère dédié au grand âge proposé par Fabien Roussel. On les écoute. Je souhaite mettre en place un véritable service public du grand âge et un ministère dédié pour cela. Faire en sorte qu'il n'y ait plus dans notre pays, dans notre République, un EHPAD à but lucratif. Il y a un plan EHPAD dans mon programme. Il faut arrêter avec des EHPAD qui sont en réalité des machines à fabriquer du cash. Je pense qu'il faut d'abord accroître la présence médicale dans les EHPAD. Aujourd'hui, il y a un nombre significatif d'EHPAD qui n'ont pas de médecin coordinateur et qui n'ont pas d'infirmière 24 heures sur 24. Ça doit être une exigence de l'État. Je propose plusieurs choses. D'abord, d'augmenter le nombre d'heures pour le maintien à domicile et donc permettre que nos aînés puissent aller le plus loin possible dans le maintien à domicile. Ça veut dire plus d'heures à leur côté, ça veut dire donc un financement supplémentaire, ça veut dire aussi une formation et un accompagnement de ces personnels de santé. Ce seront les collectivités de l'action sociale, de la santé, de la proximité. Nous leur transférerons la totalité de la médecine scolaire et de la politique médico-sociale. Les établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap seront sur leur entière responsabilité pour éviter un nouveau scandale des EHPAD. Il faut qu'on ait une vraie stratégie régionale, notamment basée sur la démographie médicale et l'offre de soins. Mais je pense que c'est les présidents de département qui doivent récupérer toute la compétence médicale et médico-sociale, y compris la médecine scolaire, je l'ai dit, parce que je veux un choc de prévention.
Un choc de prévention. On l'a entendu aussi chez Emmanuel Macron, je crois. Oui, hier, oui, hein. c'est son grand thème, en effet, d'aller prendre le mal à la racine. Est-ce qu'on est encore hors sujet? Non, Madame Chevrier, non, pas du tout. Alors, bien dans les compétences du département. Voilà. Écoutez, c'est vrai que en matière de prévention, on a loupé un peu le coche avec la loi 3DS, puisque la médecine scolaire aurait dû revenir au département et que probablement, s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être même que ça aurait été le cas. Maintenant, la question des EHPAD est vraiment très intéressante. Il faut pas. Oui, il y a un problème avec les EHPAD et avec des EHPAD lucratifs. Maintenant, il faut être raisonnable. Les départements contrôlent, ils autorisent et contrôlent des EHPAD. Ce qu'ils font en général, c'est que quand ils ont besoin d'EHPAD, ils invitent à faire des propositions. C'est dans le code de l'action sociale, c'est très réglementé pour pouvoir choisir celui qui construira l'EHPAD. L'EHPAD public, il n'existe quasiment plus parce qu'il est trop cher. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir de terre un EHPAD. Le coût bâtimentaire est extrêmement élevé. Donc en fait, il y a un contrôle qui est effectué par les départements qui vaut ce qu'il vaut. Ils n'ont pas non plus les moyens d'exercer les contrôles qu'il faudrait. Mais il y a aussi un choix qui a été fait. Et ça, on ne le dit pas beaucoup. Les départements ont fait un choix aussi qui est de mettre le maximum de moyens sur le maintien à domicile des personnes âgées. Alors, c'est à la fois lié à des éléments financiers, c'est aussi lié à une certaine conception de la bientraitance. C'est-à-dire qu'on sait que la plupart des personnes âgées qui partent en EHPAD, c'est la mort dans l'âme, mais souvent c'est pas un service à leur rendre sur un plan un peu psychologique. Et donc beaucoup d'efforts ont été faits pour garder les personnes âgées. Médecine ambulatoire. Voilà, à domicile. Et donc on a un département qui est déjà beaucoup à la manœuvre. On peut voir ce qu'on peut faire encore en plus. Mais d'où l'idée de prime adapt dont a parlé hier le président Macron et qui veut répondre en effet à cette demande d'autonomie des personnes âgées. En fait, encore une fois, développer un grand plan EHPAD, très bien, et on en aura besoin vu le vieillissement de la population. Proposition de Marine Le Pen. Mais l'autre versant essentiel de cette politique vis-à-vis du grand âge, c'est en effet de favoriser l'adaptation des logements à cette transformation essentielle de la société. Mais c'est sûr, Eric. Pardon. Un mot. Juste quand on picore un peu dans toutes ces propositions éparses des candidats, moi je suis toujours un petit peu frappé par les paradoxes. On a des problèmes avec les EHPAD, il faudrait créer un ministère des anciens. Avec les agences régionales de santé, on nous a expliqué au préalable qui est une entité étatique, que ça marchait pas. Il fallait la reprise par les élus régionaux, selon Madame Pécresse. Or, les élus régionaux, on nous a au préalable expliqué que c'était un échelon qui n'était plus pertinent. C'est vrai qu'on s'y retrouve pas tellement. Et c'est ce que disent un peu nos candidats de manière différente, un peu en clair-obscur. Hidalgo, elle dit effectivement il faut continuer le maintien le plus longtemps possible, et Le Pen, elle dit stop à la machine à cash des EHPAD. Ils disent un peu tous la même chose, ils ont bien compris que c'était là-dessus qu'il fallait que les choses... Il y a un vrai problème de revalorisation aussi des salaires. Alors, voilà. Et puis surtout, on a un vrai problème de revalorisation des allocations, parce que c'est pas au département de payer la solidarité nationale. Là, c'est le contraire. Tout à l'heure, on disait on est hors sujet. Là, on ne devrait pas être dans le sujet. Ça relève de la solidarité nationale. Allez, on passe à la quatrième et dernière thématique, l'alimentation, notamment. Voilà, alimentation et agriculture. Et on commence par écouter les candidats. J'ai entendu le projet du président de la République. Numérique, robotique, génétique. Désolé, moi mon projet c'est paysans, alimentation, biodiversité. Je ne veux pas remplacer les paysans par des robots. Je mettrai en place un fonds doté de 10 milliards d'euros pour faire en sorte que l'on puisse produire dans les écoles, les écoles primaires, les collèges et les lycées, la nourriture locale. C'est un projet merveilleux qui offre des débouchés à nos agriculteurs et qui en même temps permettra à nos enfants d'être éduqués au goût, au bon, aux produits de saison. Ils mangeront moins de viande, mais ils mangeront de la bonne viande et de la viande française. Il faut manger français dans les cantines collectives. Toute la restauration collective doit manger français. La souveraineté alimentaire, c'est une responsabilité de l'État. Et c'est à lui de mettre en œuvre une politique agricole en France qui nous permette de retrouver cette souveraineté alimentaire. De la même façon, il y a un enjeu pour tout le monde depuis des années. C'est la construction. Nous portons évidemment la fin de l'artificialisation des sols. Quand on défend
un pays équilibré, quand on défend un pays souverain du point de vue agricole et alimentaire, eh ben oui, il faut protéger les terres agricoles. Et oui, on a besoin de protéger la nature. Le zéro artificialisation net, de la loi climat, je l'ai appliqué dans ma région d'Île-de-France bien avant la loi. L'eau, chers collègues et amis, ça a été l'une des plus belles réussites des maires. C'est au plus proche du territoire, au plus proche des hommes et des femmes que ces décisions doivent se prendre. Voilà une thématique alimentation qui inspire beaucoup Julien Lécuyer qu'on va écouter tout de suite. Non, mais c'est en fait, je réagissais par rapport à ce que disaient les candidats en disant il faut manger français, il faut manger local, il faut manger bio. Mais alors, super, on est tous d'accord. Le problème, c'est que déjà un produit local, c'est pas forcément bon. C'est pas parce qu'il est produit juste à côté de chez soi qu'il est produit selon des normes sans pesticides, et tout ça. Donc on peut manger de la merde juste à côté de chez soi. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est écologique. T'as pas besoin de le transporter. Oui, d'accord. Mais le bilan carbone est moins mauvais. De mauvais à ton gamin. C'est en cantine scolaire. Et l'autre difficulté, c'est que on ne peut pas à l'heure actuelle, selon notre réglementation, privilégier une origine géographique dans les appels d'offres. Donc comment on fait ? Sauf à changer le cadre, et ça a été la demande de nombreux élus locaux de dire mais offrez-nous un nouveau cadre nous permettant en effet de valoriser ces produits locaux, mais sinon c'est juste pas possible. Moi je veux surtout dire, oui en effet là pour le code de la commande publique, mais je voudrais surtout dire là, on est quand même dans une contradiction totale, c'est-à-dire qu'on est pour la décentralisation, mais on est en train d'expliquer aux communes, aux départements et aux régions ce qu'elles doivent faire avec leurs cantines. C'est à elles de décider pour partie. Allez, Claire, d'un mot. Non, mais c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on a beaucoup entendu avec moi. En Bretagne, et effectivement, en suivant la campagne de Marine Le Pen, qui est sur la souveraineté, le souverainisme, etc., sur l'alimentation, c'est un vrai sujet, avec là, ce qui se passe en Ukraine. Et effectivement, nous, on a une histoire d'engrais azotés, et effectivement, qu'est-ce qu'on fait alors que les engrais ne peuvent pas arriver, qu'on ne peut pas rapporter nos céréales qu'on veut exporter. Enfin, c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus ancrés, parce on a besoin de les traiter aujourd'hui, en tout cas. Et Eric, juste, mot de la fin. Oui, si l'on peut dire. Non, juste, effectivement, l'offre qualitative, les circuits courts, etc., avaient bénéficié en quelque sorte de la crise sanitaire. On avait redécouvert un petit peu toutes ces valeurs et c'était une chance pour les régions et pour les territoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte politique plombe beaucoup les choses avec une inflation forte qui remet en cause beaucoup de ce qu'on espérait. Voilà, merci beaucoup à vous trois, merci à vous, Madame Javrier, pour cet éclairage, merci à Public Sénat notamment et les équipes de montage et particulièrement à Roselyne Pagès pour les sélections d'images. Merci à vous derrière vos écrans, on se retrouve la semaine prochaine pour un extra local classique. Bon week-end, bonne semaine.